Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Mercredi, midi et demi, c'est Startup, le rendez-vous des entrepreneurs sur Décideur TV et Made in S. Nous sommes en direct pendant une petite demi-heure. Donc allez-y de vos questions, de vos remarques ou de vos commentaires à nos invités du jour via le chat juste à côté de cette vidéo. Nous allons parler de l'implantation d'une startup aux États-Unis aujourd'hui. C'est le talk de ce live Startup. Nous avons aujourd'hui deux invités qui vont nous faire traverser l'Atlantique puisqu'ils vont nous expliquer comment implanter sa startup aux États-Unis. Comme ça, vous aurez tous les éléments pour décider entre une implantation dans la Silicon Valley ou le Silicon Sentier. Jérôme Lecas, bonjour. Bonjour. Alors, vous vivez à San Francisco et ça fait 15 ans que vous baignez dans les technologies, les startups et la vallée justement. Vous allez nous raconter ça. Et depuis 2009, vous êtes à la tête d'une nouvelle aventure, Scality, qui, alors vous dites si je me trompe, c'est un stockage du cloud, dans le cloud, pour tout ce qui est de gros volumes de données. Effectivement. Pour résumer très synthétiquement. C'est un logiciel d'infrastructure de stockage. Typiquement, nos clients font des grands services Internet avec beaucoup de stockage, comme clients notamment SFR et Orange en France, que ce soit des services grand public ou des services entreprises. À vos côtés, Stéphane Delbecq, bonjour. Bonjour. Alors, spécialiste du mobile actuellement chez AXA, vous avez travaillé chez Yahoo et AOL en France. Oui. Avant d'aller partir tenter l'expérience aux États-Unis, chez Sixapart, chez Sismic, chez ESPN et entre-temps, vous avez créé une start-up footballistique. Absolument, c'est ça. Voilà. Vous allez nous en raconter toute cette expérience. Oui. Je vais commencer avec vous, Jérôme, cette émission. Alors, les États-Unis, c'est un pays que vous connaissez très bien puisque vous y venez depuis 1989. Absolument. Dans le cadre de précédentes startups. J'ai commencé ma carrière chez Partech International, qui est un fonds de capital risque et qui est implanté à San Francisco en 1989. Dans le cadre d'un stage d'école d'ingénieur. Et puis je suis rentré en France après mes études en 1994 pour monter ma première start-up en France, qui était un fournisseur d'accès Internet, que j'ai revendu en 1997, dirigé jusqu'en 2000. Donc ça, c'était une période française. Et puis en 2005, j'ai voulu implanter ma start-up d'après, qui s'appelait Bizanga, implantée aux États-Unis. Et je dirais que ça m'a pris 4 ans, de 2005 à 2009. Je l'ai revendu en 2010 et puis depuis 2010, donc je suis à 100% sur Scality. La question des motivations, pourquoi les États-Unis? Est-ce que c'est le pays qui vous attirait ou est-ce que d'un point de vue business, c'était là où il fallait aller? Disons qu'après un succès en France, j'avais envie de faire un succès d'envergure mondiale. Et un succès d'envergure mondiale, c'est un succès dans la Silicon Valley, il n'y a pas le choix. Et les États-Unis représentent grosso modo 50% du marché mondial de l'informatique. Donc dans le domaine des high-tech, c'est là-bas qu'il faut être. Alors on va parler durant toute cette émission des détails pratiques pour vraiment implanter sa start-up sur place. Si on revient sur Scality, alors c'est une société qui est binationale, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le principe? Oui, alors d'un point de vue juridique, c'est une société française, donc c'est une SA française, tout à fait normale, qui a une filiale aux États-Unis. En termes d'organisation, toute la direction est à San Francisco, toute la recherche et le développement est à Paris. Et puis les ventes et le customer service pour l'Europe sont à Paris. Les ventes et le customer service pour les US sont en fait sur la côte est américaine, parce que la Silicon Valley c'est très bien, mais le décalage horaire avec Paris est juste trop grand pour être au quotidien. On va en parler justement de ces différentes places aux États-Unis. Le petit Frenchie qui vient bousculer les acteurs traditionnels du cloud chez eux en plus, est-ce que ça surprend au début, non? Au début, on nous dit que la France n'est pas connue pour développer du logiciel. Qu'est-ce qu'on fait là? On essaye un modèle à l'israélienne, mais on n'est pas israélien. Et puis en fait, année après année, les gens apprécient notre technologie. Et puis on est quand même maintenant, on est près de 60 000 Français dans la Silicon Valley. Et les ingénieurs français sont en fait très appréciés, que ce soit chez Google, chez Facebook, chez VMware. Donc ça commence à se savoir qu'en fait les Français sont capables de créer du très bon logiciel d'infrastructure. Stéphane, même question. Vous, qu'est-ce qui vous a poussé à tenter l'expérience aux États-Unis? Il y a quelques temps maintenant. Oui, parce que je suis parti en 2007, en janvier 2007, et c'était plutôt une expérience personnelle. C'est-à-dire que je suis parti sans avoir un projet particulier, mais je voulais absolument me confronter à la Mecque des nouvelles technologies et voir si ce que j'avais pu apprendre chez AOL, chez Yahoo,
je pouvais le répliquer ou même le magnifier en partant justement là-bas. Ouais. Donc c'était plus une démarche personnelle qui après s'est concrétisée dans des démarches professionnelles, soit en tant qu'employé, soit en tant qu'entrepreneur. Ouais. Alors ça, vous avez chopé le virus de la création sur place, c'est ça? Non, le virus existait déjà, Ah oui. mais il n'avait pas été encore inoculé suffisamment profondément D'accord. pour qu'il se manifeste. Mais en tout cas, en étant là-bas, effectivement, si tant est que vous ayez quelques velléités un peu d'entrepreneur, Ouais. c'est impossible de résister. C'est-à-dire que vous allez de toute façon être entouré par des gens qui vont vous expliquer comment faire, qui vont vous donner quelques pistes, qui vont vous donner des contacts. Et si vous avez ça en vous, forcément ça se Ça ne peut concrétise. que éclore. Absolument, oui, c'est ça. Alors on va en parler justement de vos deux expériences sur de start-up aux États-Unis. Je vous propose tout d'abord de parler de mode d'emploi. On a quelques questions qui arrivent justement pour vraiment très très pratique. C'est le thème de notre émission. Tout d'abord, comment ça s'organise une implantation très très basiquement? La première fois, vous nous disiez que c'était 4 ans, c'est ça? Ça a mis 4 ans entre le… Donc j'ai commencé en 2005 sur Ouais. une startup qui s'appelait Visanga. Et je crois que je vais commencer, surtout pour vos auditeurs, à dire toutes les choses qu'il ne faut pas faire. Très bien. Donc la première chose à ne pas faire, c'est de faire un voyage aux États-Unis avec un patron qui parle mal anglais, d'embaucher un directeur général pour développer le marché américain, lever 5 millions de dollars et lui donner 5 millions de dollars à dépenser. C'est ce que vous avez Donc, fait non, pour je n'ai pas fait ça Non parce que ça, on m'avait déjà dit avant, donc celui-là, je ne l'ai D'accord. pas fait. Mais c'est quand même un grand classique. Ouais. Et il y a beaucoup de startups françaises qui ont fait ça et qui ont perdu les 5 millions de dollars. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on débarque en tant que Français et de façon plus générale en tant qu'étranger aux États-Unis, Ouais. les gens qu'on peut embaucher, c'est les tocards. Voilà. Donc ça, faut le comprendre. Ouais. Au début, on va toucher que les tocards. Donc, embaucher un directeur général, ce sera un tocard. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Envoyer le patron ou l'équipe fondateur là-bas. Moi, le premier contrat, je l'ai signé tout en vivant en France, en tous les 15 jours aux États-Unis, et en me mettant une règle que j'irai tous les 15 jours aux États-Unis. Ouais. Donc c'est fatigant. Ah oui. Il faut Tout en avion, ouais. il faut une équipe qui parle anglais. Ouais. C'est pareil de base, mais si vous voulez aller vendre dans un pays, il faut être capable de communiquer là-bas. Ouais. Et je pense qu'il faut en fait y aller à la main. Et c'est qu'après les premiers succès qu'on peut commencer à envisager d'embaucher du staff Ouais. là-bas et d'avoir un peu mieux que les tocards. Sachant que pour toucher les très bons, les gens qui sont chez Google, Facebook ou qui sont dans les entreprises qui réussissent, eh ben en fait, il faut un financement américain. Ouais. Tant que vous n'avez pas le financement américain, on aura la moyenne gamme. Alors, il y a une question qui se pose, c'est celle du visa. Je reprends. C'est Marc qui nous demande comment obtenir un visa pour aller travailler aux US pour une start-up, car il est de plus en plus difficile d'obtenir des visas. Alors, il y a un visa qui marche très bien, qui est Ouais. le visa de catégorie E, E1 et E2. ouais. Et en gros, il suffit d'investir à peu près 500 000 $ aux États-Unis, de prouver que vous investissez. Il y aura pour à peu près 5 000 $ de frais d'avocat. Ouais. C'est vraiment sans problème. Mais ça, c'est le visa entrepreneur. C'est le visa Investisseur. investisseur. Parce qu'effectivement, si la personne est en recherche d'emploi ou en tout cas est plutôt en mode employé, Ouais. là, il y a la question est quand même un peu plus complexe. Oui. Donc, Alors, allez-y, vous connaissez bien le sujet. oui. Donc là, vous avez la possibilité soit de prendre, enfin d'essayer de postuler à un visa L1. Le visa L1 est basé sur le fait que vous travaillez pour une société étrangère qui va ouvrir des bureaux sur place. Donc là, finalement, vous êtes transféré en mode local. D'accord ? Peut-être que ça répond à la question. C'est ce que disait Marc, il demandait pour un salarié. Donc, après, oui, D'accord. c'est ça. Donc vous avez cette possibilité-là. Après, vous avez la possibilité de vous faire embaucher au niveau local. Et au niveau local, vous avez deux options qui sont les plus répandues. Ouais. Soit vous passez en mode stagiaire, et là vous avez un visa qui s'appelle le visa E1, qui est problématique puisqu'il est limité dans le temps et non reconductible. C'est combien de temps? Alors à l'époque, c'était 18 mois, je crois que c'est Ouais. descendu à 12 mois, D'accord. mais ça permet quand même de venir travailler et c'est extrêmement facile à Ouais. obtenir. Et vous avez le visa magique, entre guillemets, qui est le visa H1B. Mais il est magique parce qu'il est très, je dirais, c'est celui qui permet de s'établir dans les meilleures conditions, qui permet de rester 3 ans. Par contre, il y a une forte demande. Il y a une très forte demande. Et généralement, et notamment ces 2 dernières années, il y a plus de demandes que de visas octroyés. D'accord. Ce qui veut dire qu'il y a un système de tirage au sort qui se met en place et que si vous avez la chance d'être tiré au sort, vous avez votre visa. Si vous n'avez pas la chance, eh bien, tant pis. Alors, c'est un tirage au sort ou il y a des formalités spécifiques à Alors, remplir? Comment Vous, ça se passe? vous avez déjà des formalités à remplir. Donc, tous les dossiers sont fournis le 1er avril. Et donc ensuite, effectivement, le tirage au sort n'intervient que s'il y a plus de dossiers D'accord. que de visas disponibles. Ok. Et c'est un visa qui est délivré une fois par an. Enfin, il y a une fenêtre de tir dans l'année. C'est Donc, ça. voilà, Donc, c'est voilà. début avril, vous disiez, 1er avril? Alors, vous déposez les dossiers le 1er avril et le visa, vous l'obtenez le 1er octobre. Il faut se déplacer dans l'ambassade du pays. Donc, il faudrait venir à l'ambassade des États-Unis à Paris. D'accord.
Jérôme, pardon. Je corrobore tout ça. Ouais. Il y a juste une chose, c'est qu'au début, pour s'implanter aux États-Unis, ça peut se faire avec un visa. Le visa de touriste, en fait, permet d'aller faire des affaires aux États-Unis. Donc, on prend un ESTA. Il n'y a pas besoin vraiment de résider 3 mois sur place. C'est comme ça que vous avez commencé, ouais, ça, en prenant un visa touriste et qui est reconductible. Et c'est à chaque voyage, vous avez droit à 3 mois. Et moi, j'y allais une semaine tous les 15 jours. Ouais. Et ça, vous avez le droit de le faire. Vous avez le droit de passer grosso modo 120 jours par an aux États-Unis. Donc, j'étais à la limite, mais je comptais mes jours. Ouais. Oui, voilà, il faut faire attention, hein, parce qu'en fonction de la personne que vous allez avoir à l'immigration lorsque vous arrivez à SFO, on parle de San Francisco, donc c'est SFO, vous pouvez être accepté sur le sol américain ou non. Ouais. Et je connais quelques personnes qui ont eu quelques soucis, qui ont dû repartir tout de suite. D'accord. Donc ça, là, on est avant le business. C'est déjà la question du visa qui est un peu problématique. Il faut s'entourer d'un avocat, vous disiez au début. Absolument. Pour des... c'est important. Oui, absolument. Il ne faut pas envisager autre chose. Et c'est à peu près $5 000. $5 000. Et honnêtement, si quelqu'un n'est pas capable de dépenser $5 000, il ne faut pas essayer d'aller aux États-Unis. Ouais. C'est vrai. Pour ceux qui ont vu le film Le Casse-tête chinois, je crois qu'ils en parlent d'ailleurs dans ce film, des questions de l'avocat. Autre question, vous disiez qu'il fallait investir $500 000 aussi, montrer qu'on va… Ça c'est dans le cadre du visa E. L'avantage du visa E, c'est qu'il est facile à obtenir. Nous, on l'a eu à tous les coups, à chaque fois qu'on l'a demandé. Ouais. Et la seule chose qu'on vous demande, c'est de prouver que vous allez investir. Ça se fait en 3 mois, toute procédure inclue, et ça peut même se faire en 6 semaines si on se dépêche. Donc c'est un visa qui est facile à manipuler, mais qui demande une mise de fonds de l'ordre de $500 000. Henriette nous demande, faut-il obtenir la nationalité américaine pour pouvoir mieux s'implanter? Alors, j'ai dans ma poche une carte verte qui permet de rester, de vivre aux États-Unis, d'avoir tous les droits des Américains sauf le droit de vote et d'autres droits un peu plus complexes. Donc on peut vivre aux États-Unis sans être un citoyen américain, on peut avoir un visa comme on vient de le dire. La carte verte est quand même ce que les gens recherchent plutôt quand ils veulent rester. La nationalité, je pense, c'est quand même très engageant. C'est très engageant et il faut se sentir américain pour prendre la nationalité américaine, évidemment. Moi, ça fait depuis 2010 que je suis sur le territoire, je suis marié, je vis là-bas. Au début, c'est une question qui ne s'est pas posée. Maintenant, mes clients commencent à me demander. Ah oui? Alors moi, je suis toujours sous visa, donc je n'ai même pas la carte verte. C'était un choix personnel. Et donc, mes clients commencent à me demander, mais quand est-ce que tu vas prendre la nationalité? Tu t'es établi ici, tu profites de la vie américaine. Donc, je pense qu'Henriette a un point. Il y a un moment où c'est une demande. Mais il ne faut pas croire que ça va être un miracle. C'est-à-dire, faut pas croire qu'en prenant la nationalité, du jour au lendemain, on a les réseaux et on peut recruter les bonnes personnes. Ça, je n'y crois pas une seconde. D'autant plus que ça prend du temps. Les démarches prennent du temps pour obtenir la nationalité. On ne peut pas le demander comme ça. Au minimum 7 ans. Amine, n'y a-t-il pas une saturation puisque toutes les startups veulent y être? Alors, est-ce que vous voyez, alors c'est une question de la concurrence aux États-Unis, alors les startups françaises et mondiales, c'est comme vous dites, c'est la Mecque. Est-ce que vous le sentez, Jérôme, vous, la concurrence Moi, je n'ai jamais eu peur de la concurrence. Faut pas faire de start-up si on a peur de la concurrence. Pour moi, la concurrence, c'est quelque chose de sain. Ça montre qu'il y a un marché. Donc, je suis plutôt content quand je vois de la concurrence. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de concurrence aux États-Unis qu'en France. Bon, la France, c'est un relativement petit marché. Ça représente 5% du marché mondial. Une des erreurs que j'ai fait à un moment de ma carrière, c'est de considérer que la France était un non-marché. Ça, c'est extrémiste. En fait, la France, c'est un très bon marché pour démarrer. En plus, quand vous allez à l'étranger, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, si vous n'avez pas prouvé que vous savez faire à la maison, vous n'êtes pas crédible. Donc, je pense que c'est une bonne règle de commencer en France pour des entrepreneurs français. Et puis, une fois qu'ils sont suffisamment matures, qu'ils ont compris leur proposition de valeur et qu'ils ont compris en quoi ils sont mieux que leurs concurrents, eh ben, ils peuvent aller aux États-Unis sans avoir peur de la concurrence. Et puis, il y a aussi une façon de voir les choses, c'est-à-dire que ce que l'on appelle concurrence, on peut aussi le voir de façon positive, ça s'appelle de l'émulation. Ça veut dire qu'effectivement, il y a énormément de start-up, de start-upers, mais que grosso modo, votre idée, vous allez pouvoir la partager, vous allez pouvoir l'enrichir, la faire grandir et avoir sous la main, entre guillemets, des personnes qui ont déjà fait ça, des personnes qui sont en poste dans des sociétés qui aujourd'hui sont sous les feux de la rampe, qui vont pouvoir vous donner de l'information. Je dirais que ça renverse un peu la problématique et on se rend compte que pour des projets qui ont été justement testés et validés, par exemple en France, ça vaut la peine d'aller là-bas. Moi, j'ai tendance à dire que, si vous me permettez l'analogie sportive, ici on joue en Ligue 1, là-bas c'est la Ligue des Champions.
voyez. On peut être le fan de foot. Oui, que vous êtes, on peut être ou la NBA si on aime le basket, mais on ouais. comprend bien. C'est-à-dire qu'on peut être très bon en Ligue 1, on peut être très bon en France et être un acteur moyen, moyen plus en Ligue des Champions. On va revenir un petit peu sur la question des formalités d'implantation avec vous, Jérôme, sur la création de la société sur place. Est-ce que là encore, il y a des surprises ou des choses différentes par rapport à la France? Je veux dire, c'est facile, il suffit de passer par un avocat. J'ai jamais essayé de le faire tout seul. Ah ouais. Et je déconseille à qui que ce soit de le faire tout seul. Il faut comprendre, les lois, l'environnement administratif aux États-Unis est très différent de ce qu'on connaît en France. Même si on connaît bien l'environnement français et qu'on sait faire, quand on arrive là-bas, juste on ne comprend pas. Ouais. Et donc d'essayer d'apprendre ça, c'est un mauvais investissement de son temps. Les avocats ne sont pas chers. Ils sont chers à l'heure, mais ils font ça très vite. Oui. Donc. La question, c'est combien ça coûte? En gros, une implantation et le juridique, je ne sais pas, à mon avis, avec 5 000 $, on fait un minimum. Ouais. C'est un peu différente. Bon, alors ma société a été créée en ligne. D'accord. Donc il existe des sites internet qui permettent de le faire. Donc ça coûte beaucoup moins cher au départ. Par contre, après, lorsque vous faites une levée de fonds, effectivement, vous allez voir des avocats qui ne vont pas vous prendre 5 000, mais qui vont prendre une participation aux frais, enfin une commission sur ce que vous avez levé. Et donc là, ça monte plus haut. Ouais. Vous aviez levé 500 000 €. Voilà, 500 000 $. Ouais, 5 000 $, oui. Voilà, donc les 5 000 $, j'aurais bien aimé les payer. On a payé pas mal plus quand même. Ce qui effectivement revient à dire que ce que vous dites là est juste et correct. Il vaut mieux partir sur des bonnes bases, des bases solides. Les avocats là-bas savent absolument de quoi ils parlent. Ils créent des sociétés tous les jours, on peut se le dire. Donc ils ont des templates et c'est peut-être une bonne idée effectivement de faire les choses très proprement dès le départ. Adrien nous demande, est-ce que la Silicon Valley n'est-elle pas idéalisée? Alors vous qui la connaissez pour y avoir vécu et pour y travailler, de la France, est-ce qu'il y a une distorsion selon vous? Évidemment, on a tendance à penser que la Silicon Valley est un Eldorado. Alors c'est vrai qu'effectivement il y a énormément d'opportunités, il y a énormément d'avantages. C'est quand même assez compliqué. Donc tout à l'heure on a parlé de concurrence, j'ai mis un terme émulation pour le rendre un peu positif. Il est certain que tout le monde se bat pour la même chose, les fonds, la visibilité, les meilleures ressources. Donc effectivement, les meilleurs développeurs vont se retrouver dans les grandes sociétés ou vont même créer leur propre société, donc c'est difficile d'aller les attraper. Lorsqu'il s'agit d'avoir une démarche en termes de communication et de marketing de ce que vous faites, vous allez voir absolument les mêmes sites internet. Et donc il y a du temps de parole qu'il faut aller chercher, donc c'est un peu compliqué. Et puis si vous n'avez pas la rage, si vous n'avez pas l'énergie, la volonté de réussir, je pense que vous pouvez vous faire broyer. Alors vous parlez dans un article du JDD que je vous conseille d'ailleurs de lire, qui présente aussi la Silicon Valley du point de vue des entrepreneurs français qui y sont allés, de pression sociale justement, où c'est très important, il faut créer, autrement on n'est pas grand-chose. Oui, c'est vrai. Alors ça, moi depuis que je suis rentré ici, je le vois bien de l'autre côté. C'est-à-dire que si vous êtes un entrepreneur, finalement vous êtes valorisé socialement. Si vous êtes un entrepreneur, ça ne veut pas dire quelqu'un qui a forcément sa société. Ça veut dire que si vous êtes dans une démarche intellectuelle de création, à ce moment-là, vous êtes valorisé. Et vous faites partie presque d'une élite qui n'en est pas une, puisque quasiment tout le monde a un projet. D'accord ? Par contre, si vous sortez juste de l'avion, que vous arrivez là-bas, finalement, vous n'existez pas. Donc, on vous pousse, sans que ce soit dit, à créer quelque chose. Jérôme, en fait, je crois que j'ai un point de vue un peu différent. C'est pour ça qu'on vous a invité, c'est pour partager, confronter. Donc ça fait plusieurs années que ça fait près de 20 ans que je vais là-bas régulièrement. Je suis émerveillé en permanence. Je suis émerveillé par le fonctionnement, je suis émerveillé par la créativité, je suis émerveillé par la beauté du lieu. C'est juste magnifique. Tous les matins, moi, je traverse le Golden Gate pour aller au bureau. C'est magnifique. Et donc, est-ce que c'est idéalisé? Si c'est idéalisé, disons que je tombe dans cet idéal et dans cette admiration tous les matins, tous les jours et dans mon quotidien de travail. Donc, je crois qu'il y a quelque chose de magique qui se passe là-bas. Vous disiez que c'est une élite qui n'en est pas une, mais enfin, il faut voir, la Silicon Valley, c'est une élite aux États-Unis. C'est presque un pays à part. Il y a une richesse là-bas, mais c'est juste incroyable. L'argent coule à flot. Alors, il y a des quartiers pauvres, quand même, ils existent, mais quand même.
La question, alors on parle de la Silicon Valley, mais comme vous dites, la Silicon Valley ne correspond pas à tous les États-Unis. Est-ce qu'il y a d'autres endroits, on parle de la Silicon Alley, du coup, plutôt du côté de New York. Est-ce que ça peut être aussi, en tant que Français, plus avantageux d'y aller, notamment en termes de décalage horaire? Quel est votre ressenti? Vous avez des bureaux là-bas aussi? Oui, on a des bureaux donc côte ouest qui sont à San Francisco. On a des bureaux côte est qui sont à Reston, près de l'aéroport de Washington DC. Ouais. Oui, il faut absolument considérer la côte est. En fait, les 9 heures de décalage horaire entre San Francisco et Paris font qu'un travail de fond au quotidien entre des équipes qui seraient à San Francisco et à Paris est à peu près impossible. Ouais. Donc nous, on a mis notre commercialisation et surtout le customer service américain sur la côte est pour que tous les jours, ils puissent parler aux ingénieurs de développement qui sont à Paris. D'accord. J'ai essayé, en fait, sur Bizanga de faire une implantation San Francisco Paris, et uniquement, sans relais sur la côte est, ça a été un flop. D'accord. Alors, je ne dis pas que c'est complètement impossible, les contraintes de décalage horaire sont énormes. Une question également, on parlait des différences culturelles. Vous nous disiez avant de préparer cette émission qu'il y avait quand même un décalage et que c'était presque inné entre… oui, ce que je vous disais, c'est que le décalage n'est pas tant sur la démarche de vente. Ouais. Parce que finalement, sur la démarche de vente, il faut convaincre quelqu'un d'une relation de confiance et il faut convaincre qu'on résout un problème pour la personne ou pour l'entreprise, pour l'entité à qui on vend. Et ça, finalement, c'est à peu près pareil partout au monde et c'est en particulier pareil en France et aux US. Alors, les fondamentaux d'une relation de confiance et de résoudre un problème sont un peu différents, mais c'est quand même ça les fondamentaux. Ouais. Par contre, quand on veut employer et bâtir des équipes, les motivations sont très différentes. Et c'est là qu'il faut trouver un langage qui est très différent et culturellement différent, notamment entre la France et les États-Unis. Alors on va essayer, il ne reste plus que 5 minutes pour cette émission. Il y a beaucoup de questions d'internautes. Juliette, profite-t-on d'avantages fiscaux en implantant sa start-up là-bas? Non. Non, plutôt négatif. Ouais. Plutôt, les impôts sont plus élevés aux États-Unis qu'en France? Alors d'abord, l'impôt sur le revenu entre la Californie et la France est à peu près le même. Ouais. Alors ça diverge probablement sur des revenus supérieurs à 2 millions de dollars par an, mais enfin, je pense que pour la plupart des auditeurs, là, c'est pas le cas. Juliette est concernée, c'est très bien pour elle. Voilà, mais je pense que dans ce cas-là, elle a des avocats qui vont pouvoir répondre à sa question. Ouais. Mais sinon, jusque-là, c'est à peu près le même taux d'imposition. Il ne faut pas croire qu'il y a une diminution d'impôt quand on va en Californie. Et l'impôt sur les sociétés, le même aussi? L'impôt sur les sociétés, j'en sais rien parce que ma société fait du déficit. Oui, c'est vrai. Oui, la mienne n'a jamais gagné d'argent. Voilà, donc je ne sais pas pour répondre. Des conseils pour recruter les meilleurs développeurs selon votre expérience, Jérémy. Alors, vous parlez justement, vous parlez de Tocard d'abord. Comment est-ce qu'on fait pour avoir la crème des développeurs? Alors, pour les développeurs, en fait, les développeurs, où qu'ils soient, sont intéressés par les challenges. Où qu'ils soient. Ouais. Aujourd'hui, quand ils sont en poste, ils sont intéressés par ce qu'ils vont apprendre, mais aussi par éventuellement l'aspect financier. Donc pour recruter des développeurs, ça veut dire proposer, ça veut dire une vision articulée de sa société, ça veut dire montrer quels sont les objectifs qu'on va atteindre, et puis finalement faire rêver en proposant des challenges techniques qui potentiellement peuvent être rémunérateurs. Donc ça veut dire concrètement qu'il faut faire des meet-up, il faut assister à des réunions chez Google, chez Facebook, etc. Il faut rentrer dans l'écosystème en parlant, en pitchant constamment. Adrien, comment… Un développeur de la Silicon Valley veut absolument des stock options. Oui. Sinon, vous ne le retenez pas. Sinon, on ne le retient pas. Comment sont considérés les entrepreneurs français aux États-Unis? Est-ce qu'il y a une étiquette spéciale? Non, de ma perspective, il n'y a pas de différence. En fait, c'est une des choses justement qui est assez intéressante et sympathique, c'est que on ne vous considère pas par rapport à qui vous êtes, d'où vous venez, mais plutôt par rapport à ce que vous avez fait. Ouais. Donc que vous soyez français, indien, israélien ou américain, c'est pareil. C'est pareil. J'abonde, entièrement d'accord. Amine nous demande si j'ai 5 000 €, je parle anglais, de formation commerciale et un projet, suffit-il pour s'y installer? Bon. Je vais te répondre. Difficile. Oui, difficile. Donc si on résume, faut, ce qu'on disait tout à l'heure, plutôt s'implanter et tester le concept en France. Non, mais je voudrais nuancer ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Parce que si vous n'avez pas démarré votre projet, donc si vous êtes en train de vous dire où est-ce que je démarre, franchement, si vous pouvez trouver un chemin pour démarrer dans la Silicon Valley, c'est beaucoup mieux. Ouais. C'est beaucoup mieux. Ça va plus vite? Le fait de démarrer en France, c'est quand même un frein pour après aller dans la Silicon Valley. Vous voyez, j'ai passé beaucoup de temps à prouver dans la Silicon Valley que c'était une bonne idée d'avoir la R&D en France. Et ça m'a coûté beaucoup d'heures de rendez-vous. Donc, si c'est possible de démarrer dans la Silicon Valley, c'est une meilleure idée. 5 000 € pour démarrer dans la Silicon Valley, c'est quand même un peu faible. Ouais, maintenant, ce n'est pas impossible qu'ils puissent trouver des aides, qu'ils puissent trouver 30 000 €.
Des aides de l'ordre de 30 000 euros, ça se trouve en France. Et ça se trouve en particulier pour aller démarrer un projet. Est-ce qu'il faut rentrer dans des réseaux spécifiques, aller voir des advisors ou est-ce qu'il y a des cercles en tant que Français peut-être même quand on arrive sur place? Oui, alors moi ce que je conseille à chaque fois, parce que les gens m'ont envoyé des emails pour me demander, ce que je conseille à chaque fois, c'est d'aller voir le consulat général de France, qui est très pro-entrepreneur. Ils ont la chance d'avoir un consul général qui est fantastique. Je les conseille d'aller voir UbiFrance aussi, la chambre de commerce franco-américaine de San Francisco. Je conseille aussi de prendre contact avec les entrepreneurs qui sont établis là-bas. Il suffit de regarder sur tous les sites, on va trouver les 5-6 Français qui sont établis là-bas, mais pas uniquement. Mais en tout cas, c'est bien de se dire, ok, nous sommes Français et partons de là pour justement aller voir ce qu'il est possible de faire. Mais c'est le premier cercle. Il ne faut absolument pas rester dans ce premier cercle. Parce que sinon, on reste dans le ghetto français et on n'est pas là-bas pour jouer, encore une fois, en Ligue 1. Une dernière petite question, il nous reste 2 minutes, on va parler d'investissement. Vous avez levé, il me semble dernièrement, 22 millions de dollars. Oui, en France et aux États-Unis. En France et aux États-unis. On dit souvent que c'est beaucoup plus facile de lever aux États-Unis. Est-ce que vous avez perçu une différence? Sachant que vous avez levé, Fadez, vous avez levé avec des investisseurs historiques aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup d'argent en France pour les startups et c'est très bien. Pour moi, c'est un des grands succès de la France à travers les FCPI, à travers les fonds DSK. Il y a eu beaucoup d'initiatives, en gros, depuis Mitterrand. Et quand on a un projet en France, il y a un petit trou de financement pour vraiment le seed funding. Les premiers 500 000 $, c'est un peu difficile. Mais après, et jusqu'à à peu près la tranche de 15 millions d'euros, il y a plutôt plus d'argent en France, plus accessible, surtout pour un entrepreneur français. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que c'est facile de lever aux États-Unis? Non, c'est pas facile. Par contre, une fois qu'on lève aux États-Unis, on va vous donner plus d'argent. Parce que les profils d'investissement des investisseurs américains et des investisseurs français sont différents. Ils prennent plus de risques volontairement et ils vous donnent plus d'argent pour grandir plus vite et prendre un profil de risque plus risqué, ce qui n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux pour l'entrepreneur lui-même d'un point de vue patrimonial. Vous, quelle est votre expérience? Vous avez levé, donc on le disait, 500 000 $ sur place. Dans l'article du JDD, vous dites que c'est là où le plus dur a commencé. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on vous attend. Je n'ai pas levé qu'aux États-Unis. En fait, je suis allé voir des business angels, c'est un peu partout. Et oui, c'est là où l'histoire commence. C'est-à-dire qu'on vous fait confiance en vous donnant de l'argent et maintenant, il faut délivrer. C'est le début de l'histoire. Winston, alors c'est une question de fin. Est-ce qu'on part après facilement des États-Unis? Alors vous êtes revenu avec combien de temps? 6 mois? Moi, il y a 6 mois que je suis rentré. Est-ce qu'on part facilement? Je pense que ce soit des États-Unis ou d'ailleurs, quand on quitte un endroit, c'est toujours compliqué de revenir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut toujours, de toute façon, dans la vie, c'est la façon dont je vois les choses, se projeter vers l'avant. Donc effectivement, mon séjour là-bas m'a permis de grandir personnellement, d'apprendre énormément de choses. Et ça, maintenant, je veux et je dois et je vais le réutiliser pour ce qui arrive maintenant. Et dans le cadre de cette émission notamment, et on vous en remercie. Absolument. Jérôme, vous avez l'impression que c'est plus difficile pour revenir? Je pense que je ne peux pas commenter sur cette question-là. Pour l'instant, je suis bien établi aux États-Unis. Vous êtes une semaine en France et 3 semaines aux États-Unis. C'est la vôtre. Une semaine par mois en France. Une semaine par mois en France. Écoutez, bonne continuation. Scality, la suite, alors vous vous développez plutôt du côté des entreprises maintenant aussi, vous avez élargi le spectre? On s'est bien développé auprès des service providers. En France, j'en citais 2. Aux États-Unis, on a les 5 plus gros câbleaux opérateurs américains qui sont nos clients. Et donc, on commence à attaquer le monde de l'entreprise avec une première signature dans une grande banque mondiale la semaine dernière. Très bien, écoutez, félicitations, bravo. Merci. Et bonne continuation du coup pour vos aventures respectives d'entrepreneurs. Et donc chez AXA, c'est plutôt axé sur le mobile, ça, le développement du mobile? Oui, le mobile qui est une des priorités principales d'AXA dans le développement numérique de 2014, si ce n'est la principale. Et donc avec des ambitions fortes, des moyens forts et puis tout à faire, puisque dans le domaine des assurances en mobilité, il y a tout à faire. Bon, écoutez, bonne continuation. En tout cas, bon vent à vous. Merci d'avoir participé à cette émission qui a été réalisée par Zoé Borneau avec l'aide de Dimitri Jouan et d'Anthony. Bienvenue. Elle sera rediffusée dès cet après-midi sur Décideur TV, Madines, latribune.fr et le site de la PCE. N'hésitez pas à la relayer autour de vous si vous connaissez des entrepreneurs qui ont envie de partir aux États-Unis. Je vous donne rendez-vous quant à moi la semaine prochaine pour parler de crowdfunding, comment réussir sa campagne. Alexandre Bouchereau de Ulule et Séverin Marcombe qui a levé 1,2 million de dollars sur Kickstarter viendront nous divulguer leurs bons conseils. D'ici là, je vous souhaite un très bon appétit et mercredi prochain, je compte sur vous. Au revoir.